Quand je suis descendue du train ce soir-là, il faisait un froid sec, mais j'étais remplie de chaleur intérieure. J'avais passé des mois à économiser, à bosser comme une folle à l'étranger, juste pour pouvoir offrir à ma mère un vrai Noël. Un Noël digne, joyeux, avec des soins, des cadeaux, un bon repas. J'avais même acheté une nouvelle robe pour elle. Elle adorait les petites attentions comme ça. Je m'attendais à sentir l'odeur du vin chaud en entrant dans la maison. À entendre les vieilles chansons de Noël qu'elle passait toujours trop fort. Mais dès que j'ai posé le pied dans l'entrée, j'ai senti que quelque chose clochait. Le silence. Aucun rire. Aucun parfum de cuisine. Pas de sapin. Pas même une guirlande. Rien. La maison était froide, sombre, presque morte. J'ai appelé « Maman ». Pas de réponse. Mon cœur s'est mis à cogner plus vite. J'ai grimpé les escaliers à la hâte, et c'est là, dans le couloir, que je l'ai vue. Ma mère. Par terre. Inerte. Le visage pâle, les lèvres sèches. Elle respirait à peine. Je me suis jetée à genoux, tremblante, hurlant son prénom. J'ai appelé les secours avec les doigts gelés, la voix cassée. Chaque seconde paraissait durer une éternité. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont dit qu'elle était en état de déshydratation sévère, que sa tension était dangereusement basse, et qu'il était -1. En route vers l'hôpital, je priais, je suppliais qu'elle s'en sorte. Je ne comprenais pas. Je leur envoyais de l'argent chaque mois. Des virements réguliers, précis, pour qu'elle ait accès aux meilleurs soins. J'avais même fait un virement spécial début décembre pour un traitement dont elle m'avait parlé au téléphone. Alors pourquoi ? Pourquoi était-elle dans cet état-là ? Où étaient mon père et mes frères ? Pourquoi n'avaient-ils rien fait ? Une fois à l'hôpital, le médecin m'a dit que ça faisait des semaines qu'elle n'avait reçu aucun soin médical. Que son état s'était dégradé petit à petit. Et qu'elle était restée seule pendant des jours entiers. Seule. Allongée. En train de sombrer. Pendant que moi, j'étais à des milliers de kilomètres, pensant naïvement que tout allait bien. La culpabilité m'a frappée comme une gifle glaciale. Mais ce n'était que le début. J'étais encore loin d'imaginer à quel point cette trahison allait me marquer. Et surtout, j'étais loin de deviner ce que mon adorable famille faisait pendant que maman se battait pour rester en vie. Parce qu'à ce moment-là, pendant que je la regardais dormir sous perfusion, eux étaient quelque part au soleil. Et moi, j'étais sur le point de tout découvrir. Pendant que maman dormait, branchée à toutes sortes de machines, j'ai commencé à poser des questions. Je voulais comprendre. Pas seulement pour moi, mais pour elle. Elle méritait des réponses. La première chose que j'ai faite, c'est consulter les relevés bancaires. J'avais donné à mon père l'accès à un compte que j'alimentais chaque mois, destiné uniquement aux frais médicaux de maman. Et là, en faisant défiler les transactions, mon sang s'est glacé. Les soins ? Les rendez-vous médicaux ? Rien. Pas une seule facture médicale depuis plus de 6 mois. Mais en revanche, des paiements dans des restaurants en Espagne. Des hôtels. Des billets d'avion. Des achats de vêtements de luxe. Tous au nom de mon père et de mes 2 frères. J'ai senti une rage sourde me monter au ventre. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur, mais je savais que j'aurais besoin de preuves. Alors j'ai tout capturé. Capture après capture. Chaque paiement, chaque date, chaque détail. Ensuite, j'ai contacté la clinique où maman avait l'habitude de se rendre. L'infirmière au bout du fil m'a reconnu immédiatement. Et sa voix est devenue gênée, hésitante. Votre mère a dû annuler ses soins depuis des mois. On n'a plus eu de nouvelles, on croyait que c'était une décision de la famille. Mais ce n'était pas la famille. C'était eux. J'ai alors fait ce que n'importe qui ferait dans ma situation, j'ai fouillé les réseaux sociaux. Et ce que j'ai trouvé m'a achevé. Des stories Instagram. Des TikTok. Des selfies. Mes 2 frères sur une plage à Marbella, trinquant à des cocktails hors de prix. Mon père sur un yacht, le visage détendu, légendé, la vraie vie cœur rouge. Avec MON argent. Celui destiné à sauver maman. À soulager sa douleur. À lui permettre de marcher un peu plus sans souffrir.
pendant qu'elle luttait seule, allongée sur le sol de sa chambre, eux se pavanaient au soleil. Et le pire? C'est que j'avais confiance. Je croyais, naïvement, que ma famille allait prendre soin d'elle. Je travaillais dur à l'étranger, j'envoyais l'argent sans poser de questions, pensant que j'étais une bonne fille. Mais en réalité, j'étais juste leur vache à lait. Ce soir-là, je suis restée longtemps au chevet de maman. Je lui ai tenu la main, même si elle ne me répondait pas. Et dans ma tête, un seul mot tournait en boucle, justice. Il pensait que je ne découvrirais jamais la vérité. Il pensait que j'étais trop loin, trop occupée, trop gentille. Mais ils ne m'avaient jamais vue en colère. Et ils allaient bientôt comprendre ce que ça coûte, de trahir la mauvaise personne. Je ne suis pas du genre impulsive. Quand quelque chose me détruit de l'intérieur, je ne crie pas. Je me tais, et j'observe. Et cette fois-ci, j'allais observer jusqu'à tout savoir, jusqu'à tout comprendre. Parce qu'on ne laisse pas une mère pour morte, puis on fête Noël les pieds dans le sable. Pas sans conséquence. J'ai pris une décision simple, je n'allais rien dire. Pas encore. Je voulais les voir mentir en face, les voir jouer la comédie. Et pendant ce temps, moi, j'allais tout enregistrer, tout documenter. Chaque mensonge, chaque faux sourire, chaque preuve. Car une chose est sûre, ils allaient tomber, mais je voulais qu'ils tombent en beauté. J'ai commencé par rassembler les preuves, capture d'écran, relevés bancaires, conversations WhatsApp. J'ai même ressorti les anciens mails où mon père me disait que l'argent servait bien à maman. Des mensonges, noir sur blanc. Puis j'ai contacté une avocate, discrètement, en lui expliquant toute l'histoire. Elle m'a répondu en une phrase qui ne m'a plus quittée depuis. Ce qu'ils ont fait est plus que dégoûtant, c'est un crime. Abus de faiblesse. Détournement de fonds. Abandon de personnes vulnérables. Oui, la loi existe pour ces cas-là. Et moi, j'avais tout en main pour les faire tomber. Mais je ne voulais pas juste les punir légalement. Non. Je voulais les exposer. Montrer leur vraie face au monde entier. Alors j'ai commencé à écrire. Pas sur les réseaux. Pas encore. Je remplissais un carnet, page après page. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti. Même les détails que j'aurais voulu oublier, je les écrivais. Parce que je savais qu'un jour, ce carnet serait la pièce centrale de leur chute. Puis, je suis allée voir une ancienne infirmière à domicile qui venait autrefois s'occuper de maman. Elle m'a reconnue immédiatement. Et quand je lui ai expliqué la situation, elle a baissé les yeux. J'ai été remerciée du jour au lendemain. On m'a dit que vous ne pouviez plus payer. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai pas osé insister. À ce moment-là, une chose est devenue claire pour moi, ce n'était pas un oubli. C'était intentionnel. Ils avaient volontairement coupé les soins de maman. Pour pouvoir se payer des vacances. Ce n'était plus seulement de l'égoïsme. C'était de la cruauté. Je suis rentrée à la maison avec un calme étrange. La douleur s'était transformée en une forme de lucidité. J'ai ouvert mon ordinateur, créé un dossier nommé « Vérité » et j'y ai glissé les premières pièces à conviction. Ils pensaient que je n'étais qu'une fille naïve, trop gentille, trop loin pour comprendre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une gentille fille trahie, ça ne pardonne pas. Et qu'à partir de maintenant, j'étais leur pire erreur. Ils sont rentrés comme si de rien n'était. Je m'en souviens parfaitement. Le bruit des valises à roulettes dans l'entrée. Les rires. Mon père qui disait fort, enfin à la maison, comme s'il revenait d'un long voyage d'affaires, pas de 3 semaines de vacances financées avec l'argent destiné aux soins de maman. Ils m'ont vue dans le salon. Silencieuse. Assise. Le regard froid. Et eux? Ils ont fait comme si tout était normal. Tiens, t'es rentré plus tôt que prévu, m'a lancé mon frère aîné, un faux air surpris plaqué sur le visage. J'ai failli rire. Il ne s'attendait clairement pas à me trouver là. Et surtout pas à me voir si calme. Il pensait sans doute que je pleurerais, que je hurlerais, que je créerais un scandale. Mais non. J'avais autre chose en tête. J'ai souri doucement. Et j'ai répondu. Je voulais faire une surprise pour Noël. Et c'est là que tout a commencé.
Pendant les jours suivants, j'ai joué le rôle de la fille parfaite. Serviable, gentille, attentive. Je les écoutais raconter leurs vacances, leurs anecdotes ridicules de cocktails explosifs et de nanas espagnoles trop canons. Je riais même, parfois, pour que le décor reste crédible. Pendant ce temps, je continuais de collecter des preuves. J'ai fouillé leurs valises quand ils sortaient. J'ai trouvé des reçus de boîtes de nuit, des tickets d'hôtel luxueux, et même, dans le sac de mon père, une boîte de médicaments périmés qu'il avait gardée au cas où, pour ma mère. Une boîte jamais ouverte. Le plus grotesque, c'est qu'ils se félicitaient entre eux. Mon plus jeune frère, un jour, a lâché devant moi. Franchement, je pensais pas qu'on allait se faire un aussi bon trip avec ce qu'elle envoyait. Je n'ai rien dit. Juste noté. Mais ce soir-là, en consultant son téléphone qui traînait sur la table, j'ai vu un message qu'il ne m'avait pas destiné. TKT, Léa est toujours aussi naïve. Elle pense que tout va bien. Elle repart bientôt. On est tranquille. Il me sous-estimait encore. Alors j'ai pris une décision. Une dernière pièce pour mon puzzle. J'allais organiser un dîner. Un dîner de réconciliation, comme il dirait. Un repas de famille, avec tout le décorum. Bougies, nappe blanche, plats mijotés. Une soirée où ils se sentiraient en confiance, trop en confiance. Et pendant cette soirée, je les laisserai parler. Se vanter. Mentir. Mais cette fois, tout serait filmé. J'ai contacté un vidéaste discret, spécialisé dans les captations cachées pour documentaires. Il a installé les micros, les caméras. Tout était prêt. Ils pensaient venir manger. Ils ne savaient pas qu'ils s'apprêtaient à signer leur propre chute. Et moi? Moi j'avais préparé le dessert, avec un goût amer qu'ils n'oublieraient jamais. La soirée a commencé comme dans une publicité mensongère. La table était magnifique. Des bougies dorées, de la vaisselle en porcelaine, des serviettes pliées à la main. Mon père, impressionné, m'a demandé en riant. « Tu nous fais un réveillon de ministre ou quoi ?» J'ai souri. Un sourire long, figé. Pour une famille comme la nôtre, c'est bien le minimum, non? Il ne le savait pas, mais chaque mot, chaque rire, chaque regard était enregistré. 3 caméras invisibles. Des micros dissimulés dans les compositions florales. Le vidéaste avait été clair, je vous garantis que tout ce qu'ils diront sera exploitable. Et ils ont parlé. Beaucoup trop. Le vin aidant, les langues se sont déliées. Mon frère cadet a raconté, hilar, comment il avait réussi à mentir à une infirmière au téléphone pour qu'elle lâche l'affaire. J'ai dit qu'elle avait eu un don anonyme d'un hôpital suisse, elle a gobé direct. Et ils ont tous ri. Mon père, lui, s'est vanté d'avoir réorganisé les finances pour que tout soit plus simple. Traduction, il avait tout mis sur son compte personnel. Tout. Même l'argent du compte santé que j'alimentais. De toute façon, elle allait pas s'en sortir, alors autant en profiter pendant qu'on peut, non? J'étais là. Assise. À quelques centimètres d'eux. Et il disait ça. Sans honte. Sans gêne. Comme si maman n'existait plus. Comme si elle n'était déjà qu'un souvenir. Et moi, j'ai gardé la tête haute. J'ai continué à leur servir du vin, à hocher la tête, à sourire. Parce que chaque minute qui passait, chaque phrase qu'ils prononçaient, me donnait un avantage de plus. Mais le moment que je n'oublierai jamais, c'est celui où mon frère a dit, en levant son verre. Et merci à Léa. Parce qu'au fond, c'est son fric qui a payé les vacances, pas vrai? Ils ont tous trinqué. Ils m'ont remercié. Pour les avoir laissés voler. C'est là que j'ai su, c'était fini. Je n'avais plus de famille. Alors, à la fin du repas, j'ai levé mon propre verre. Et je leur ai dit. Je suis heureuse que vous vous soyez bien amusés, avec mon argent. Pendant que maman, elle, était par terre, en train de mourir seule. Le silence. Instantané. Glacial. Mon père a posé son verre. Mon frère a éclaté de rire nerveusement. C'est une blague? Je les ai regardés un par un. Non. Mais vous, vous l'êtes.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement laissé le silence faire ce qu'il sait faire de mieux, les mettre face à leur propre pourriture. Ils n'avaient aucune idée que ce dîner était la dernière fois qu'ils pourraient se permettre de rire. Parce que le lendemain, le monde entier allait découvrir qu'ils étaient vraiment point le matin suivant, ils dormaient encore, inconscients du tsunami qui allait leur tomber dessus. Moi, j'étais déjà debout depuis l'aube. Je tenais mon téléphone, prête à appuyer sur envoyer. D'un côté, un dossier complet, vidéo du dîner, capture de conversation, relevé de compte, témoignage. De l'autre, le contact d'une journaliste locale, spécialisée dans les injustices familiales. Une femme redoutée par les hypocrites et adorée du grand public. Quand je l'ai appelée la première fois, elle m'a dit « S'ils ont vraiment fait ça, je vous promets qu'ils ne marcheront plus jamais dans cette ville sans baisser les yeux. » J'ai cliqué. Envoyer. Et j'ai attendu. Moins d'une heure plus tard, elle me rappelait. C'est explosif. Je publie à midi. Midi, c'est l'heure exacte où tout a changé. L'article s'intitulait « L'abandonner pour mourir à Noël, quand une mère est sacrifiée pour des vacances de luxe. » Avec leur visage. Leurs noms. Leurs mots. Leur rire filmé pendant le dîner. Tout y était. Les réactions ont été immédiates. En quelques heures, le post est devenu viral. Sur Facebook, sur Twitter, sur Reddit. Des milliers de commentaires. Des messages de soutien pour maman. Des gens enragés, choqués, écœurés. La vidéo du toast « Merci à Léa pour les vacances » a été reprise partout, remixée, moquée. Mais ce n'était que le début. J'ai aussi déposé plainte. Une vraie. Officielle. Avec toutes les preuves en main. Mon avocate a déposé le dossier au parquet pour abus de faiblesse, détournement de fonds, non-assistance à personne en danger. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison familiale. C'était pénal. Et là, la chute a commencé. Le téléphone de mon père n'arrêtait pas de sonner. Ses clients, ses partenaires, même ses anciens amis lui tournaient le dos. Il a essayé de publier un démenti, une pauvre vidéo floue où il disait « Nous n'avons jamais voulu de mal à personne. » Mais à ce moment-là, quelqu'un a reposté la vidéo du dîner, celle où il disait littéralement « Elle n'allait pas en profiter de toute façon. » Game over. Mon frère, celui qui travaillait dans une entreprise de service, a été suspendu dans la journée. Trop de pression, trop de plaintes de clients. L'autre, qui se croyait intouchable, a essayé de supprimer ses réseaux sociaux. Trop tard. Les captures tournaient partout. Et maman ? Elle dormait paisiblement dans sa chambre d'hôpital. Elle ne savait pas encore qu'une partie du monde entier la soutenait. Moi, j'étais devant l'écran, les mains tremblantes. Pas de colère. Pas de vengeance. Juste un profond soulagement. Je ne les avais pas frappés. Je ne les avais pas humiliés. Ils l'avaient fait eux-mêmes. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à avancer. Le 7e chapitre, c'est celui où les masques tombent, mais où, malgré tout, certains continuent de jouer la comédie. Après l'explosion médiatique, on aurait pu croire qu'ils allaient enfin se taire, se faire oublier, ou, au moins, présenter des excuses. Mais non. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Tout a commencé avec une publication Facebook de mon père. Un long message dégoulinant de mauvaise foi, écrit comme une lettre ouverte au public qui nous juge sans connaître les faits. Il disait qu'il avait été manipulé, qu'il n'avait jamais voulu m'exclure, qu'il avait fait ce qu'il croyait juste pour le bien de la famille. Nous avons fait un choix difficile, mais jamais avec méchanceté. Oui, sauf que ce choix difficile, c'était de laisser leur mère risquer la mort pendant qu'ils vidaient des bouteilles de champagne à Dubaï. Mais le pire, c'est qu'il a osé glisser, en toute fin de message. Je prie pour que Léa revienne à la raison et comprenne que la famille, c'est sacré. Revenir à la raison ? Après tout ça ? Il n'avait toujours rien compris. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer après ça. Des gens que je ne connaissais même pas m'ont écrit pour me soutenir. Des anciens collègues à eux ont confirmé ce que je pensais depuis longtemps, leur belle image sociale, c'était du pur vernis.
Mon père, apparemment, avait déjà escroqué un voisin dans une vente immobilière. Un ancien collègue de mon frère m'a révélé qu'il utilisait l'argent de la boîte pour financer ses dîners familiaux. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, c'est quand l'hôpital m'a appelé. La voix était douce, professionnelle. Mais les mots étaient clairs. « Madame Durand, votre mère est réveillée. » Je suis restée figée. Comme si mon cœur avait sauté un battement. « L'aile vous réclame. » J'ai raccroché en tremblant. Mon taxi m'a semblé rouler au ralenti. Et quand je suis entrée dans la chambre, je l'ai vue. Les yeux ouverts. Affaiblie, mais là. Elle m'a regardée. Longtemps. Puis elle a dit, d'une voix à peine audible. « Ils ne sont pas venus, hein ?» J'ai senti ma gorge se nouer. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai juste pris sa main, et j'ai hoché la tête. « Non, maman. Mais moi, je suis là. Et je ne partirai plus. » Elle a fermé les yeux. Un sourire, tout petit, est apparu sur son visage. Et dans ce silence rempli de tout ce qu'on ne s'était jamais dit, je me suis fait une promesse. Qu'il le veuille ou non, cette fois, c'est moi qui allais protéger ma mère. Et j'allais le faire à ma façon. Le réveil de ma mère avait changé quelque chose en moi. Ce n'était plus une question d'ego, de vengeance ou de rancune. C'était devenu une mission. Une nécessité. Je voulais qu'elle ouvre les yeux et voie, une fois pour toutes, que je n'étais plus la fille soumise qu'ils avaient méprisée. Je voulais qu'elle sache que sa fille était capable de justice. Et pour ça, il me fallait frapper fort. Très fort. Tout a commencé avec un message privé. Un ancien avocat de la famille m'a contacté discrètement. Il m'a révélé quelque chose que je n'aurais jamais pu deviner: la maison familiale que mon père s'était appropriée en mon absence, n'était pas légalement à son nom. Elle était encore au nom de ma mère. Et comme j'étais sa fille unique, avec procuration médicale en cours et appui juridique temporaire vu son état, j'avais le pouvoir d'agir. C'est là que l'idée m'est venue. Pas de confrontation. Pas de cri. Juste un petit courrier. Glacé. Légal. Imparable. Je suis passée chez un huissier, accompagnée de mon avocat. Puis j'ai signé un ordre d'expulsion. Pas immédiat, bien sûr. Je leur ai laissé 30 jours. 30 jours pour dégager de cette maison qu'ils avaient souillée de leur hypocrisie. 30 jours pour faire leurs valises, vider les lieux et affronter la réalité. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Le lendemain, j'ai organisé une conférence de presse, dans le hall de l'hôpital, avec l'autorisation du service communication. Devant les caméras, j'ai pris la main de ma mère, encore affaiblie mais digne, et j'ai déclaré: voici la vraie héroïne de cette famille. Celle qui a été abandonnée alors qu'elle se battait pour sa vie. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me battre pour elle. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les commentaires affluaient. Enfin une fille qui se tient debout pour sa mère. Ces gens méritent chaque humiliation. Je veux que Netflix en fasse un film. Et puis, le coup de grâce est arrivé tout seul. Une journaliste a découvert que mon frère avait fraudé des aides publiques pendant le Covid. Elle a publié un article explosif. Résultat, perquisition. Blocage de ses comptes. Et licenciement immédiat. Quant à mon père, l'entreprise qu'il gérait a décidé de le mettre en pause indéfinie en raison du bad buzz. Traduction, il a été viré. Par sa propre direction. Moi, j'ai passé la soirée auprès de ma mère, à lui faire écouter ses chansons préférées sur une petite enceinte. Elle souriait. Pour la première fois depuis longtemps. Et quand elle a posé sa main sur la mienne, elle m'a chuchoté. Tu n'es plus une enfant. Tu es devenue ma force. Et cette force, crois-moi, je n'avais pas fini de l'utiliser. Parce que maintenant, c'était moi la chef de famille. Et ils allaient enfin apprendre ce que ce mot signifie.